voilà, le moment est venu de reprendre ce live. Je sais que vous êtes nombreux. Alors, on m'a dit qu'on dépassait les 400 connexions. Voilà, plus de 400 personnes nous suivent depuis ce matin, 9h. Voilà, n'hésitez pas, je le rappelle, vous qui nous regardez, posez vos questions par mail. Vous envoyez votre mail, nos experts répondront bien évidemment dans un deuxième temps. Voilà, nous vous avons vu avec Christine Le Souder, Mathieu Vallée, ce qui était un bon indicateur. Il est temps maintenant de comprendre un peu qu'est-ce qu'on entend par boîte à outils. C'est le terme qui était utilisé pour regrouper ces indicateurs. J'ai le plaisir d'accueillir 4 spécialistes, voilà, à me rejoindre. Alors ils vont me rejoindre, 2 seront là sur le plateau. Je vous demande donc d'accueillir Justine Lenette, référente technique agro-urbanisme et biologie des sols chez Auréa. Ah, je vois que Justine, vous avez ramené votre claque, c'est bien. Nathalie Cheviron, ingénieure biochimiste, directrice technique Biochem Env d'INRAE. Voilà, bien vous, merci. Et puis j'ai Michael Ed, directeur de recherche UMR Écosol d'INRAE, qui doit être présent avec nous, ainsi que Lionel Rangeard, directeur de recherche UMR Agroécologie d'INRAE. Voilà, ils sont là, messieurs, bonjour. Voilà, très heureux de vous retrouver. Voilà, vous n'êtes pas en présence, voilà, sur la scène, mais c'est tout comme on vous voit encore en plus grand que vous n'êtes. Voilà, je donne la parole à Justine. Voilà, c'est à vous, Justine. Merci Laurent. Donc je vais débuter cette séquence qui porte donc sur la boîte à outils des indicateurs, en vous présentant l'ensemble des travaux d'optimisation et de transfert de technologie qu'on a réalisés chez Auréa, donc sur le site du 45, tout au long du projet d'agro-écosol. Donc ces travaux ont porté sur la préparation des échantillons bruts et sur les indicateurs liés aux matières organiques. Donc concernant les indicateurs liés au carbone, donc en complément du carbone organique total, les travaux ont porté donc sur le fractionnement granulométrique de la matière organique, sur la mesure du carbone microbien et sur la mesure du carbone oxydable. Concernant les indicateurs liés à l'azote, donc en complément de l'azote total, on a également les travaux sur le fractionnement granulométrique, mais également des travaux sur la mesure de l'ABM. Donc, avant de préciser tous ces différents travaux, je vais commencer par la préparation des échantillons bruts. Donc déjà, l'étape de préparation des échantillons, qu'ils soient secs ou bruts, a pour objectif d'homogénéiser les échantillons et de les débarrasser des éléments grossiers et des débris végétaux pour garantir un sous-échantillonnage représentatif. Tout ce qui est la préparation des échantillons secs est déjà automatisé en routine chez Auréa, mais par contre, la préparation des échantillons bruts qui se fait un tamisage manuel à la main a vraiment été identifié comme un des principaux points de blocage à l'optimisation de toute la chaîne analytique. Et du coup, la solution pour industrialiser toutes les analyses qui vont se faire justement sur échantillons bruts, la solution est de remplacer donc ce tamisage manuel par le développement d'un automate de préparation. Et en fait, toute la difficulté d'automatiser cette préparation réside dans le fait que les échantillons bruts, il y a vraiment une grande variabilité d'aspects qui est liée du coup à la texture, mais également à l'humidité. Ça peut aller vraiment à un sol qui est vraiment très facilement tamisable, friable, comme les sols secs, les sables secs, mais il y a certains sols qui vont être beaucoup plus collants, obstruer le tamis, comme par exemple les argiles un peu plus humides. Et du coup, on a développé au cours du projet un automate de préparation qui se compose en 3 parties. On a la partie centrale qui est dédiée donc à l'espace de tamisage. On va du coup verser l'échantillon brut sur un premier tamis 5 mm et on va avoir un bras de robot muni d'un outil en forme d'hélice qui va venir tamiser le sol sur un premier tamis 5 mm. Ce qui va être tamisé à 5 va tomber sur un deuxième tamis de 2 mm et de la même manière, le robot va venir tamiser sur le tamis de 2 mm et du coup, en sortie, on obtient vraiment une poudre homogène de 2 mm.
Autour de cet espace de tamisage, on a 2 unités qui sont consacrées au nettoyage des tamis. Donc on a réussi à automatiser cette phase de nettoyage et on a 2 jeux de tamis qui permettent d'avoir un nettoyage qui se fait en temps masqué. Donc lorsqu'un premier jet de tamis sert pour le tamisage, le deuxième est en train d'être nettoyé. Et donc, cette automatisation nous a permis de passer d'une préparation manuelle à 5, puisqu'à 2 mm, c'était trop compliqué à la main. Mais avec l'automatisation, on a réussi à passer à une poudre 2 mm. Du coup, grâce à ça, on peut réaliser les analyses biologiques sur la même maille que les analyses physico-chimiques. Et du coup, ça nous permet de s'affranchir du biais qui peut être lié à la pyrosité fine, donc pyrosité qui est entre 2 et 5 mm. Et l'optimisation d'une poudre qui va être beaucoup plus homogène nous a permis de réduire certaines prises d'essai sans risque de perdre en représentativité, et ça nous a permis également de diminuer certains nombres de répétitions, donc sans impact sur les résultats. Et au final, donc, quelles sont ces analyses AES qui nécessitent une préparation brute? C'est toutes les analyses, donc la mesure de la biomasse microbienne, donc à partir du carbone microbien, la mesure de l'ABM, toutes les analyses microbiologiques et les activités enzymatiques. Ensuite, concernant donc, les travaux réalisés pour les indicateurs liés au carbone. Donc, pour commencer, tous les travaux d'optimisation de méthode, c'est-à-dire les méthodes qu'on avait déjà en interne, mais qu'on a optimisées, la méthode du fractionnement granulométrique. Donc cette méthode est réalisée sur échantillons séchés, donc là ça passe pas sur le robot. Et pour rappel rapidement, le principe de la méthode, c'est qu'on a un tamisage sous eau qui va fractionner physiquement la matière organique selon la taille des particules, et on va obtenir du coup 3 fractions. Donc une fraction des particules inférieures à 50 microns, des particules entre 50 et 200, entre 200 et 2000. Et du coup sur ces 3 fractions, on va venir doser le carbone et l'azote. Et donc, avant optimisation, on avait, pour chaque tamiseuse, on avait une seule colonne de tamis, de taille moyenne, et l'optimisation s'est faite par miniaturisation du système, c'est-à-dire pour chaque tamiseuse, on a mis 3 petites colonnes de tamis, et ainsi, du coup, on va plus tamiser un échantillon par tamiseuse, on va pouvoir tamiser 3 échantillons en même temps. Donc voilà, l'optimisation de ces méthodes est vraiment passée par la miniaturisation du matériel. Ensuite, donc, autre méthode qui a été optimisée, c'est la mesure du carbone microbien. Donc, cette méthode permet d'estimer la biomasse microbienne des sols. Donc là, elle se fait sur échantillon brut, donc préparation qui va passer sur le robot. Et là, donc, le principe de la méthode, c'est qu'on a un échantillon qu'on va couper en 2, un sous-échantillon qu'on va mettre en contact avec du chloroforme qui va permettre de détruire les cellules des micro-organismes et du coup mettre en solution le carbone microbien. Et on va extraire et doser le carbone sur 2 échantillons. Un échantillon qu'on aura mis en contact avec du chloroforme et un échantillon qui n'aura pas été mis en contact. Et du coup, ça va être vraiment la différence entre ces 2 résultats qui va permettre d'estimer le carbone microbien. Et donc, du coup, la méthode par fumigation-extraction consiste à mettre l'échantillon brut sous cloche qui va être mis sous vide. Et la mise en contact va se faire par vapeur de chloroforme. Une fumigation qui va durer 16 heures. Et l'optimisation qui a été faite en appui avec le SEMS est de passer ces 16 heures de fumigation à une lise directe d'1 heure. C'est-à-dire que l'échantillon ne va plus être mis en contact par des vapeurs de chloroforme, mais on va mettre directement le chloroforme sous forme liquide en contact avec l'échantillon. Et cette lise va durer 1 heure. Donc là, on a vraiment un gain de temps parce qu'on passe d'une fumigation de 16 heures à une lise d'1 heure, mais également de place parce que le matériel est plus petit et automatiquement, il va prendre moins longtemps de place sur la paillasse qu'une fumigation de 16 heures. Mais on a réussi également à supprimer les répétitions puisqu'en passant d'une poudre 5 mm à une poudre 2 mm, ça nous a permis d'avoir une poudre plus homogène et du coup de supprimer la répétition. Donc on va pouvoir multiplier vraiment par 2 le nombre d'analyses. Ensuite, donc, dernier indicateur lié au carbone, là, ça a pu être des travaux d'optimisation, mais des travaux d'acquisition de méthodes, de transfert de technologie qui a pu être réalisé avec le SEMS, donc la méthode du carbone oxydable au KMNO4. Donc cette méthode permet d'estimer la fraction active du carbone qui est assimilée donc, aux ressources microbiennes, c'est-à-dire donc, aux ressources disponibles pour les micro-organismes.
Elle se fait sur échantillons séchés. Donc c'est une oxydation à froid des matières organiques par le permanganate de potassium. Et donc c'est une oxydation douce qui va permettre d'attaquer les matières organiques les plus faciles à oxyder, c'est-à-dire les plus labiles. Et donc voilà, on a acquis cette méthode avec un transfert de technologie avec le SEMS. Petite précision, c'est juste que le KMNO4, c'est un réactif qui est très sensible à la lumière, et du coup, ça veut dire qu'il va évoluer avec le temps. Donc, c'est une méthode qui nécessite d'être réalisée en conditions contrôlées au laboratoire. Ensuite, pour passer aux indicateurs liés à l'azote, on a également eu un transfert de technologie avec le SEMS pour acquérir la méthode de l'ABM, azote biologiquement minéralisable. Donc cette analyse se fait sur échantillon brut. Donc pareil, un échantillon qui va être passé par le robot. Le principe, c'est qu'on va immerger l'échantillon totalement dans de l'eau, qu'on va incuber à 40 degrés pendant 7 jours, donc ce qui va bloquer la nitrification, c'est-à-dire le passage entre l'azote ammoniacal et l'azote nitrique, et on va du coup suivre seulement le passage de l'azote organique en azote ammoniacal, et ça va être la différence entre un teneur en fin d'incubation et un teneur initial qui va nous donner cette fraction minéralisable. Donc cet indicateur peut être réalisé en substitution aux incubations aérobie, donc incubation 28 jours, 28 degrés, qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus coûteuses. Et du coup, la corrélation entre ces deux indicateurs est en cours de consolidation. Enfin, donc pour finir sur les référentiels de positionnement, du coup, pour chacun de ces indicateurs proposés, on a mobilisé à Auréa l'ensemble des références pour construire les courbes de distribution que nous a présentées Christine juste avant pour le positionnement relatif, pour la visualisation des résultats. Pour continuer sur l'ABM, donner comme exemple, le référentiel, pour le moment, c'est toutes les données, comme c'est un indicateur récent qu'on vient d'acquérir, c'est des données qu'on a acquises depuis 2020, donc ce qui correspond en ce moment à environ 1000 analyses, ce qui permet donc d'obtenir la courbe que vous voyez. Donc la courbe, donc, en abscisse, on a les données, les valeurs de l'indicateur, et en ordonnée, la probabilité d'observer cette valeur. Donc par exemple, le point le plus haut, la valeur correspond à la valeur la plus fréquemment observée. Donc on voit que les valeurs d'ABM varient entre 10 mg kg et 100 mg kg avec une médiane d'environ 25 mg kg, ce qui correspond à environ 1,6% d'azote. Pour le moment, toutes les données qu'on a, c'est que des données sur des parcelles de grandes cultures, mais voilà, l'objectif, c'est de continuer d'acquérir des données sur d'autres usages. Petite précision, c'est que du coup, cet indicateur, sa pertinence a été confirmée dans le cadre du projet microbiotaire, c'est-à-dire qu'il va discriminer les pratiques culturales et la littérature montre son lien avec les fonctions du sol. Sur cet indicateur spécifiquement, la poursuite des travaux consiste surtout à un travail d'intercomparaison, donc continuer avec le potentiel dominé, donc les incubations 28 jours, 28 degrés, mais également comparaison avec l'APM, azote potentiellement minéralisable. Et également la construction de prédire la fourniture d'azote par le sol en utilisant l'ABM, puisque pour le moment l'ABM est plutôt un potentiel, mais l'objectif c'est d'arriver à une fourniture d'azote chiffrée. Rapidement pour finir, un autre exemple de référentiel, le carbone oxydable, qui est également un indicateur récent qu'on vient d'acquérir. Donc depuis 2020, le référentiel est composé d'environ 2000 analyses, avec des valeurs allant d'environ 400 jusqu'à 2000 mg kg et une médiane d'environ 800 mg kg. Pour le moment, de la même manière, on n'a que des données réalisées sur des parcelles de grandes cultures. Mais voilà, les premières valeurs qu'on a sont cohérentes avec ce qu'on voit dans la littérature internationale. Et c'est également un indicateur qui a été confirmé dans le projet microbiotaire. Et la suite pour cet indicateur, ça va être d'acquérir des nouvelles données pour d'autres usages, comme les vignes, les sols urbains, etc. Ce qui m'amène à la conclusion que du coup tous les travaux qui ont été engagés par Auréa pendant le projet Agroécosol nous a permis d'aboutir à des méthodes qui sont fiables, du coup optimisées, ce qui va nous permettre donc d'être compatibles avec les ambitions de volume et voilà, des méthodes qui présentent des référentiels qui vont se consolider avec le temps. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Justine Lenette.
Alors, je ne vous ai pas interrompu parce que j'avais plein de questions à vous poser. Vous aussi, gardez vos questions car on aura la possibilité de poser des questions, que ce soit à Justine, enfin à nos intervenants, Nathalie. Alors, Nathalie Cheviron, alors vous, de votre côté, vous vous êtes intéressée donc à quel type donc d'indicateur ? Donc, de notre côté, au niveau de l'INRAE de Versailles-Manon-Saclay, nous sommes intéressés aux activités enzymatiques, donc tout ce qui concerne le fonctionnement biologique des sols. Très bien. Juste pour faire un petit point, donc ces activités, enzymatiques, quels sont leurs rôles dans les sols? Donc, elles ont un rôle assez central sur tout ce qui est les cycles biogéochimiques, dégradation de la matière organique. Donc, ces enzymes proviennent plutôt de tout ce qui est micro-organismes des sols, donc que ce soit les bactéries, les champignons. Et donc, elles vont intervenir dans tout ce qui est dégradation de la matière organique. Quel est l'objectif de cette dégradation? C'est de pouvoir disposer de nutriments qui vont être disponibles pour les plantes, les cultures et aussi pour les micro-organismes. Donc ce sont des indicateurs qui sont assez anciens, qui sont connus depuis très longtemps, mais sur lesquels en fait il n'y a pas eu un gros travail pour pouvoir arriver à avoir un consensus sur leurs mesures et puis leur interprétation. Mais ce n'est plus le cas. Plus complètement. Plus complètement. Donc voilà pour vous présenter un petit peu donc les 4 cycles qui vont être autour du phosphore, du carbone, de l'azote et du soufre, où on va avoir après des nutriments comme les phosphates, du glucose, des galactoses, de l'ammonium et ainsi que des sulfates qui vont être disponibles. Un petit point sur la méthodologie. Donc les sols cette mesure est complètement miniaturisée, donc ils sont préparés donc en microplaques. Les mesures sont robotisées et le principe, c'est dans les sols d'ajouter des substrats, des molécules qui vont permettre aux enzymes d'être actives et pour la mesure d'être visualisée, de voir le résultat de l'activité de cette enzyme. Donc on va incuber et puis après faire des mesures d'absorbance pour voir la coloration. Alors, où en étions-nous avant le projet agroécosol? Donc, ces mesures, elles étaient déjà sensibles, reproductibles, normalisées et automatisées. Donc, ça, c'était quelque chose qui était acquis, ce qui était important pour pouvoir être industrialisé après. Par contre, il restait des verrous sur lesquels on avait déjà travaillé, mais qui n'étaient pas encore finalisés pour être industrialisés. Donc, il y avait notamment les timings de prélèvement, donc quelles sont les pratiques culturales, on va dire récurrentes, qui vont avoir un impact au moment de la mesure du prélèvement et sur lequel il faut être absolument sûr de ne pas juste voir l'effet de la pratique, mais de voir plutôt la parcelle dans son intégralité au niveau de tout ce qui est gestion temporelle. Et puis d'avoir des préparations d'échantillons qui soient compatibles avec du coup les analyses à venir au niveau industriel et aussi le montage d'un référentiel d'interprétation pouvant aller vers le diagnostic et le conseil. Donc c'est sur ces 3 problématiques que nous avons travaillé au cours du projet agroécosol pour amener ces trois items vers un TRL en vert. Donc, dans un premier temps, nous avons travaillé sur l'optimisation des conditions de prélèvement, notamment dans le timing à respecter par rapport aux pratiques. Un des exemples de pratiques qui va être assez impactant sur les mesures d'activité, ça va être la fertilisation. Et si l'objectif d'un agriculteur n'est pas de voir l'effet de sa fertilisation, mais de voir plutôt le fonctionnement de sa parcelle, eh bien, il va falloir s'affranchir un peu de l'effet priming effect de la fertilisation. Du coup, donc, nous avons travaillé sur des sites Arvalis, donc, qui étaient vraiment dédiés à l'étude de la fertilisation minérale. Donc 2 sites. Là, donc, je vous donne des résultats un peu compilés sur les différents sites. Où ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu montrer, c'est que sur un pas de temps d'un mois, les cycles du carbone, du soufre et puis du phosphore n'étaient pas impactés. Et du coup, le prélèvement, il n'y avait que des indicateurs plutôt sur ces cycles-là, mais on pouvait le faire un peu n'importe quand.
Par contre, bien sûr, au niveau de ce qui est cycle de l'azote, on a un impact très important. Et donc, l'essentiel, c'est de passer après l'effet transitoire de la fertilisation. Du coup, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que l'idéal était de faire des prélèvements 3 à 4 semaines après la fertilisation, et pas avant. Voilà, ce qui permettait de s'affranchir complètement de l'effet de ces fertilisants. Dans un deuxième temps, nous avons travaillé sur les méthodes de préparation, parce que c'est des méthodes qui sont normalisées, mais sur lesquelles il faut travailler sur sol frais, tamisé à 5 mm. Donc c'est ce que nous, on avait monté au niveau de notre référentiel, mais ce qui n'était pas du tout compatible avec la version industrielle. Donc avec Mathieu, on a un petit peu travaillé sur deux techniques pour arriver à lui proposer le meilleur compromis. Donc, voilà, 2 conditions. Un travail sur sol sec, donc qui permettait vraiment de coller au plus près sur tout ce qui était analyse physico-chimique, et le protocole donc, proposé par Justine juste avant, donc sur le tamisage à 2 mm sur des robots. Donc, au niveau de la solution 1, donc, qui était de travailler sur sol sec, donc c'est une méthode par laquelle on est obligé de passer par tout ce qui est réhumidification des sols pour réactiver les micro-organismes. Donc c'est une méthode qui est quand même assez lourde et qui entraîne de toute façon un biais. Et donc l'objectif, ça a été de calculer un facteur correctif, voir si c'était possible. Et du coup, ça c'est une solution qui est envisageable de pouvoir travailler sur sol sec en réhumidifiant les sols et en incluant des facteurs correctifs. Donc ça, c'est un intérêt, parce que l'intérêt est de pouvoir finalement avoir une latitude dans l'analyse des échantillons. La difficulté, c'est que c'est assez lourd à mettre en œuvre, parce qu'il y a des réplicas à mettre en place. Et il y a un facteur correctif. Par contre, la solution 2, donc, qui est le tamisage à 2 mm, permet de pouvoir avoir des résultats qui sont assez intéressants et plus fiables que la solution 1, mais aussi assez lourde à mettre en œuvre quand même avec le robot, et la contrainte, c'est quand même d'avoir une réponse et une analyse qui soit assez rapide, parce que c'est des indicateurs qui bougent dans le temps, et que du coup, il faut être dans les moins de 8 jours, et donc il y a une contrainte temporelle pour ces analyses. Donc là, après, ça sera au choix d'Auréa de pouvoir, entre les avantages et les inconvénients de l'autre, de pouvoir passer de l'une à l'autre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi, effectivement. Troisième item, c'était la construction d'un référentiel sur lequel donc, on avait déjà commencé en amont du projet agroécosol. Et donc, du coup, l'objectif, c'était vraiment de fournir un plus gros référentiel, et uniquement sur des sols agricoles, prairies et puis vignes et vergers. Donc, ce référentiel, là, maintenant, il contient à peu près 1000 sites répartis sur le territoire national. Donc, ça permet d'avoir un large panel de contextes pédoclimatiques et de pratiques agricoles. Voilà, et donc après, avec ce référentiel, on va pouvoir construire un modèle de réponse qui sera en lien avec les fonctions du sol, et ça, c'est avec Christine. L'objectif étant d'aller jusqu'au diagnostic et donc au conseil. Donc au niveau de ce référentiel, donc vous voyez, on a pu aller sur la construction de courbes de réponse. Donc, alors, le pointeur. Ici, donc, vous avez un panel de réponses, donc là c'est au niveau du cycle du phosphore, où on voit se dégager même des différences entre les différentes occupations du sol. En ce moment, donc, on finalise la construction du modèle de réponse pour permettre après de construire un modèle pour avoir la valeur théorique dont nous a parlé Christine et puis Mathieu, et après de regarder la valeur mesurée sur la parcelle, et de pouvoir poser un diagnostic et proposer des modifications aux agriculteurs au niveau de leurs pratiques pour pouvoir aller vers le conseil. Et
voilà. Merci Nathalie Chevron, merci. C'était très clair. Merci bien. Michael Ed, directeur de recherche UMR Ecosol d'INRAE. Madame Zapette prend la zapette pour actionner. J'aime bien comme petit sobriquet. Vous avez une assistante pour vous envoyer les slides, hein, Michael. Oui, c'est ce que j'ai compris, oui. Voilà. Alors, je m'excuse de ne pas pouvoir être présent. Hein, les contraintes actuelles font que Montpellier est quand même assez loin de Paris. Et c'est pas facile de trouver des trains aller et retour. Ne vous inquiétez pas, on mesure bien toute la difficulté et vous êtes bien évidemment tout excusé. Voilà, on vous écoute. Merci. Donc dans le projet Agroécosol, on avait l'ambition de démocratiser un petit peu les indicateurs basés sur la faune du sol qui sont couramment utilisés par le monde de la recherche, avec cette idée que, évidemment, cette composante biologique des sols, elle participe au fonctionnement de l'écosystème et à la provision de services écosystémiques en interaction avec la composante physique et chimique du sol. Donc sur la diapo suivante, vous avez les objectifs du travail que nous avons mené pendant ces quelques années, à savoir transférer les indicateurs qui étaient déjà opérationnels pour améliorer les niveaux de TRL et les prester. On avait aussi l'ambition, à partir de ce qui était déjà connu, de pouvoir développer des indicateurs peut-être un petit peu innovants, nouveaux, basés sur les communautés, sur les données de communautés de faune du sol, telles qu'on est encore aujourd'hui capable de les acquérir. Et puis, vraiment une innovation, quelque chose d'assez décalé par rapport à ce qui se faisait au moment où on a réfléchi le montage du projet Agroécosol, c'est-à-dire développer l'utilisation des approches basées sur le métaséquençage de l'ADN environnemental. Donc, j'appellerai ça un petit peu après le métabar coding, pour caractériser cette biodiversité. Et là, on partait pas de zéro, parce qu'il y a quand même des travaux sur cette thématique-là depuis quelques années, mais on n'était pas du tout au même niveau que ce qu'on connaissait déjà sur les vers de terre ou les colamboles. Donc sur la diapositive suivante, vous pouvez voir les groupes d'organismes sur lesquels nous avons travaillé. Donc les nématodes, les vers de terre, les microarthropodes qui contiennent les colamboles, les acariens, et puis les carabiques. Et tous ces groupes-là participent d'une façon ou d'une autre à différentes fonctions de l'agroécosystème, que ce soit au travers de leur participation au réseau trophique, de la régulation de bioagresseurs, comme par exemple les nématodes et la régulation de nématodes phytoparasites, ou les carabiques, mais aussi et surtout pour les colamboles, par exemple, et les vers de terre, à la décomposition de la matière organique, la mise à disposition de nutriments pour les plantes. Et je ne vais pas revenir sur le rôle des vers de terre en tant qu'agent de la création de porosité et d'agrégats dans les sols. Donc sur la diapositive suivante, ce que vous pouvez voir, c'est le partenariat qui a été mis en place entre Elisol Environnement, qui est une entreprise qui s'intéresse exclusivement donc aux nématodes, qui fait du diagnostic et du conseil sur la base des communautés de nématodes. Donc il y a eu un partenariat qui a été mis en place entre Auréa et Elisol, notamment pour mieux comprendre, mieux appréhender les effets de la logistique sur les résultats, combien de temps entre le prélèvement et puis l'arrivée par exemple à Auréa, à quel moment prélever. Enfin, voilà. Donc tout ça pour définir une chaîne logistique optimale. Et aujourd'hui, les indicateurs d'Elisol sont intégrés dans le workflow de gestion des échantillons et des données d'Auréa et permettent donc une restitution des résultats d'Elisol par Auréa. Sur la diapo suivante, vous avez quelques éléments du
diagnostic qui est fourni par Elisol. Donc, comme je disais, un diagnostic basé sur le réseau trophique, la position des différentes parcelles par rapport à un référentiel développé par Elisol. Est-ce qu'on est sur un sol avec un réseau trophique développé, basique? Voilà, donc ça, c'est associé à une explicitation des résultats. Différents indicateurs sur la dégradation la décomposition de la matière organique, sur les phytophages, sur la pression parasitaire, et voilà. Donc tout ça, c'est intégré dans l'offre commerciale que présente maintenant Auréa. Sur la diapositive suivante, on passe maintenant aux travaux qui ont été réalisés sur les microarthropodes. Donc là, on va plutôt parler de collemboles cette fois-ci, en interaction forte avec les collègues de l'université Paul Valéry à Montpellier, Jérôme Corté principalement. Et là, contrairement à ce que je viens de dire sur le partenariat entre Elisol et Auréa, les travaux sur les microarthropodes ont abouti à une internalisation des compétences au sein de Auréa. Et donc, évidemment, on a développé la chaîne logistique depuis le prélèvement qui se fait par un carottage au terrain jusqu'à l'extraction au laboratoire avec l'achat d'équipements dédiés pour l'extraction des collemboles. Un transfert de compétences sur l'identification des individus avec le développement de clés d'identification adaptées au système agricole. Et puis le transfert des indicateurs déjà existants en termes d'abondance, de diversité, de groupes écologiques, pour pouvoir, grâce à un référentiel d'interprétation qui est basé sur des publications scientifiques et notamment un papier de Joamel et collaborateurs, pour pouvoir développer justement cette caractérisation de l'état écologique des sols grâce aux communautés de collemboles. Donc tout ça, c'est intégré dans un workflow d'analyse de données sur l'abondance et la diversité de ces organismes. Sur la diapo qui vient juste après, vous avez un exemple du type de restitution qui peut être fait, avec des indicateurs liés à l'abondance, à la richesse taxonomique, aux différents groupes écomorphologiques. Et donc, tout ça, c'est intégré dans une figure en radar. Vous pouvez voir sur 2 parcelles qui ont été étudiées, qu'on peut mettre en évidence des différences entre le sol des 2 parcelles grâce à ce type de représentation. Le référentiel, il existait, c'est un référentiel scientifique. Il va évidemment être complété par les travaux dans le cadre de Agroécosol et les travaux à venir qui permettront d'augmenter la gamme des situations dans lesquelles les indicateurs auront été évalués et donc affinés petit à petit, en tout cas raffinés, parce que ça l'est déjà suffisamment, le référentiel d'interprétation de cet indicateur. On va passer à un autre groupe faunistique, les vers de terre. Alors les vers de terre, bon, voilà, c'est un groupe qui est très connu. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont passées dans la profession. Beaucoup de gens connaissent les vers de terre, ont un certain nombre d'idées sur ce qu'ils seraient censés trouver dans leur sol. Là, l'idée, c'était aussi d'internaliser des compétences dans l'entreprise Auréa, de façon à pouvoir proposer des indicateurs peut-être avec des niveaux de TRL bien supérieurs. Et donc, on a mis en place, encore une fois, la chaîne logistique. On a fait un transfert de compétences sur l'identification des animaux, notamment au travers d'une clé adaptée. Donc, vous avez un exemple à droite. Puis, on a transféré tous ces indicateurs existants qui sont un petit peu toujours les mêmes. On est sur l'abondance, la diversité des organismes, la diversité des groupes écomorphologiques qui nous donnent une idée de la capacité d'accueil
du milieu et des différents groupes qui peuvent être présents. Sur ces vers de terre, on a aussi essayé, en collaboration avec Mathieu et les équipes d'Auréa, de proposer des indicateurs innovants, des choses qui ne se faisaient pas jusqu'à présent et qui pouvaient peut-être permettre de faire un pas de plus vers le rôle fonctionnel, pas simplement caractériser la réponse des vers de terre aux différentes pratiques, mais aussi passer à un aspect plus fonctionnel et essayer de proposer quelque chose qui serait autour du rôle de ces organismes sur le fonctionnement du sol des sols agricoles. Et c'est ce qui est présenté sur la diapositive suivante avec un exemple ici d'indicateur de performance où on va utiliser des données qui viennent de la recherche actuelle sur les vers de terre. On va mixer ce qu'on appelle donc le taux métabolique, la quantité d'énergie nécessaire à un ver de terre pour se maintenir, et puis des caractéristiques des animaux comme le diamètre des vers de terre. Et ça va nous donner des informations comme par exemple plus le taux métabolique va être élevé, plus les vers de terre consomment du sol et produisent des agrégats. Plus on a des animaux avec un diamètre plus conséquent, plus ces agrégats vont être de grande taille, puisque les agrégats qui vont sortir du ver de terre sont proportionnels à la taille de ces animaux. Donc ça paraît, voilà, à partir de ça, on peut bâtir un certain nombre de conclusions sur est-ce que les communautés qui sont en place, la diversité, l'abondance de ces communautés peut avoir un rôle sur la création d'agrégats et éventuellement la stabilité de ces agrégats dans les sols des systèmes agricoles. Donc, ces indicateurs-là, on va les placer aussi sur la diapositive suivante au sein de référentiels d'interprétation qui viennent principalement de la recherche et pouvoir placer ces différentes valeurs dans une gamme de variations et les replacer dans ce workflow d'analyse de données. Sur la diapositive suivante, on va passer à un dernier groupe, les carabiques. Donc, ce sont des insectes, coléoptères, qui sont impliqués dans la régulation biologique de certains bioagresseurs à la surface des sols. Et là encore, il a fallu optimiser la chaîne logistique puisqu'on est sur un prélèvement un petit peu particulier, contrairement aux vers de terre ou au colembole où on va sur le terrain, on fait un prélèvement, on revient au laboratoire. Là, il faut poser un piège et puis revenir quelques jours, quelques semaines plus tard pour relever le piège. Donc, ça impose des contraintes sur la chaîne logistique. Donc, ça a été optimisé. Encore une fois, un transfert de compétences, le transfert des indicateurs existants et puis aussi, cette fois encore, le développement d'indicateurs un petit peu innovants pour essayer de caractériser le rôle de ces organismes sur le fonctionnement de l'écosystème et replacer les résultats dans ce référentiel d'interprétation plutôt issu de la recherche, mais aussi d'interaction avec d'autres projets comme le projet ARENA Oxymore. Sur la diapositive suivante, on peut voir des résultats assez habituels, par exemple sur la diversité en espèces de carabiques sur un sol, dans un sol, et comment cette diversité se place par rapport à un référentiel qui est aujourd'hui construit et qui va encore une fois s'enrichir au fur et à mesure de la vie de cet indicateur au sein d'Auréa. On va passer à la dernière partie. Donc voilà, tout ça c'était sur les carabiques et sur la diapo suivante, on va pouvoir passer à quelque chose donc qui était beaucoup plus innovant. En effet, l'un des soucis entre guillemets, c'est que tous ces protocoles ont des contraintes. Comme Nathalie l'a expliqué juste avant, des contraintes en termes de période d'échantillonnage, de temps de prélèvement, de durée d'identification des animaux, de nécessité d'avoir des compétences fortes sur l'entomologie ou sur l'identification de vers de terre.
Donc, au montage du projet, l'ambition, c'était d'essayer de dépasser ces contraintes en partant évidemment de l'idée que ces animaux laissent aussi des traces d'ADN dans les sols. Et la première question à laquelle on a essayé de répondre, c'est est-ce que ces traces d'ADN disponibles dans les sols sont suffisamment abondantes pour pouvoir quantifier la présence, l'abondance, la biomasse de ces organismes, donc reculer ensuite des indicateurs à partir de ces données. Alors un résultat un petit peu frustrant, c'est que pour les carabiques, les quantités d'ADN disponibles dans le sol ne sont pas suffisantes. Les méthodes qu'on a aujourd'hui ne permettent pas de bien détecter ces animaux. Donc on a laissé de côté le développement de cette partie-là. Par contre, pour les colamboles et les vers de terre, on pourrait se baser sur ces méthodes pour développer de nouveaux indicateurs. Alors on a fait le focus sur les vers de terre parce que même si pour les colamboles on avait des choses très intéressantes, on a aujourd'hui probablement encore des problèmes de complétion de bases de données qui font que les traces d'ADN qu'on a, on a parfois du mal à les transformer en noms d'individus, d'espèces que l'on sait être présents au champ. Donc on s'est focalisé sur les vers de terre pour lesquels on a pu mettre un certain nombre de choses en place et qui ont abouti à des résultats très intéressants pour nous. Donc sur la diapositive suivante, vous pouvez voir un graphe, alors un tout petit peu compliqué, mais ce que vous pouvez voir, c'est en gros, en abscisse et en ordonnée, l'image qu'on peut avoir des communautés de vers de terre, soit par ADN environnemental, soit par les techniques habituelles de tri manuel et d'identification visuelle. Vous avez la relation entre ces deux types d'informations. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la relation elle est plutôt bonne. J'ai mis en haut les corrélations, les coefficients de corrélation. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a, si on garde l'ensemble du jeu de données sur lequel on a travaillé en 2022, on a une corrélation de l'ordre de 0,5, mais avec un certain nombre d'outliers, donc de situations un petit peu particulières. Et si on enlève ces situations particulières, on s'aperçoit qu'on a une relation entre les deux types d'approches qui est excellente. Et si par exemple, on transforme cette information en termes de qui est présent, qu'on la transforme en catégorie écologique pour faire un diagnostic basé sur les épigées, les endogées ou les amnésiques, on voit que les deux images aboutissent à une répartition des vers de terre dans la communauté qui est relativement proche, voire très satisfaisante. Maintenant, alors juste si vous pouvez appuyer sur le... faire apparaître. Je profite, Michael, oui. J'en profite juste, on a très peu de temps, enfin on a dépassé le temps imparti. Voilà, j'ai fini. Voilà, juste la dernière diapo. Voilà. Super, donc, je vous remercie. En gros, voilà, merci beaucoup. Excusez-moi. En gros, voilà, la question maintenant, c'est comment on fait pour améliorer, non pas le signal global, mais comprendre ces outliers, comprendre ceux qui sortent un petit peu du modèle général et qui peuvent aboutir à des images, par exemple là, une image sur les catégories écologiques, qui ne se ressemblent pas. Sur la toute dernière diapositive, vous pouvez voir que Agroécosol, ça ne s'arrête pas à la fin du projet et qu'on va continuer. On va essayer de continuer sur le métabarcoding de l'ADN environnemental pour développer des indicateurs, améliorer les indicateurs sur les vers de terre et puis éventuellement développer d'autres choses. On n'a pas parlé ici, il y a aussi des travaux en cours sur l'analyse d'images pour améliorer la détection au laboratoire, l'identification des animaux. Et puis, voilà, juste pour souligner qu'il faut continuer à passer ce qu'on fait en termes de diagnostic pour aller vers établir des liens quantitatifs entre les niveaux de diversité biologique et le fonctionnement des sols. Et ça ça fait partie des pistes de collaboration pour l'avenir entre Auréa et INRAE. Voilà, désolé d'avoir dépassé. Non, mais tout le plaisir a été pour nous de vous écouter, de vous entendre avec beaucoup de passion, j'ai envie de dire. Une chose est certaine, je ne m'aventurerai pas à vous poser des questions sur les vers de terre. Voilà. Merci beaucoup.
En revanche, vous, surtout, n'hésitez pas, hein, gardez vos questions précieusement. On va terminer avec Lionel Rangeard, directeur de recherche UMR agroécologie d'INRAE. Voilà, Lionel Rangeard qui doit être avec nous. Normalement, oui, je le vois, il est avec nous. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. Ok. Bon, si j'ai bien compris, il me reste 3 minutes donc, pour présenter les micro-organismes. Non, Merci, 2 minutes et 28 secondes pour être précis. Non, vous inquiétez pas. Bon, non, il n'y a aucun problème. Je suis reconnu pour être assez rapide, donc, ce qui n'est pas le cas. Non, désolé aussi, comme Mickaël, de ne pas être avec vous aujourd'hui. C'était prévu que je sois là. Dijon est un peu moins loin que Montpellier, mais c'était tout aussi problématique pour avoir des trains. Et l'autre petit souci que je vais avoir, c'est que je mets pas mal d'animations dans mes diapos. Donc, en termes de régie et d'animation par rapport au discours, on va essayer de se caler avec la personne qui anime. Mais ils aiment le challenge au niveau de la technique, il n'y a pas de problème. Donc, la personne va essayer de se caler sur ce que je dis pour bien suivre. On va voir si ça marche. Donc, pour finir, au point. J'en doute pas. On va vérifier ça tout de suite. Pour finir, donc, je vais vous parler des indicateurs de qualité microbiologique des sols, donc du monde des micro-organismes que nous développons, nous, à l'UMR agroécologie du centre INRA de Dijon. Donc, diapo suivante. Je vais commencer par un beau ciel étoilé, parce que Hubert Reeves disait il y a quelques années qu'il y avait plus de micro-organismes dans un mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel, et c'est largement vrai, puisque si on peut faire un peu d'animation, quand on regarde dans un gramme de sol, on peut dénombrer plusieurs milliards de bactéries dans ce gramme de sol qui renferment elles-mêmes plusieurs millions d'espèces, et chez les champignons, on est sur des milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'individus champignons et des milliers d'espèces différentes. Donc une biodiversité, une abondance énorme des micro-organismes. Et voilà, superbe. Et ces micro-organismes et cette biodiversité, elle est là justement pour remplir des fonctions et des grandes fonctions. Et c'est vrai que si on doit en retenir qu'une dans les grandes fonctions remplies par les micro-organismes, c'est la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire ce sont eux qui vont être capables de dégrader la matière organique en matière minérale et donc fournir des éléments minéraux pour la croissance des plantes. Bien sûr, en parallèle, ils sont aussi capables de participer à la structuration du sol, puisqu'ils vont construire des micro et des macro-agrégats. En fait, ils vont construire leurs habitats, ils fournir des molécules organiques qui vont coller les particules minérales pour former des agrégats. Ils vont être aussi capables d'avoir des activités de dépollution du sol, puisqu'ils sont capables globalement de tout transformer ou tout dégrader, puisque tout est source de carbone et d'énergie pour eux dans un milieu très pauvre qu'est le sol. Donc, ils sont fortement impliqués dans cette dépollution. Et puis, c'est vrai qu'on connaît beaucoup les micro-organismes pour le côté pathogène, mais on est quelques pourcents de la communauté indigène. Et il y en a plein aussi qui sont antagonistes de ces pathogènes et qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus dans ce qu'on appelle le biocontrôle. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors quelques petites démonstrations rapides que la biodiversité microbienne du sol n'est pas là que pour faire joli. Au laboratoire, et c'est Pierre Lamaron qui a fait ça depuis une dizaine d'années, nous avons entrepris en fait ce qu'on appelle des érosions de biodiversité, c'est-à-dire des baisses artificielles de la diversité microbienne d'un sol. Alors là, je vois que la diapo est tronquée, mais peut-être que vous la voyez en entier de votre côté. Et on est capable, de façon très expérimentale, de perdre, par exemple, 30% de la diversité microbienne d'un sol. Et quand on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol et qu'on mesure les activités au niveau de ce sol qui est appauvri, on peut voir qu'on perd 40% en moyenne de la minéralisation de la matière organique, 50% de la productivité végétale. Animation suivante, s'il vous plaît. Quand on fait des stress, notamment de sécheresse, on peut voir qu'il n'y a pas une résistance à la sécheresse de la plante quand elle est cultivée sur un sol avec une bonne biodiversité ou une moins bonne biodiversité, mais il y a une meilleure récupération quand les conditions humides reviennent. Donc Thierry en parlait tout à l'heure sur ces phénomènes de sécheresse qui vont être récurrents. Donc la biodiversité du sol et notamment la biodiversité microbienne permettra notamment une meilleure résilience de la plante suite au phénomène de sécheresse. On perd aussi ce qu'on appelle la fertilité physique quand on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, 50% de sa stabilité structurale, donc de sa capacité à résister à l'érosion, sa capacité à avoir une bonne porosité et donc une bonne aussi réserve utile en eau, réserve hydrique, en lien bien sûr encore avec la sécheresse. Et puis, lorsqu'on perd 30% de la biodiversité microbienne d'un sol, on va augmenter le temps de survie des pathogènes, c'est-à-dire qu'on va baisser l'effet barrière, qui existe aussi au niveau de notre tube digestif, on va libérer des niches et donc des pathogènes qui vont être exogènes, souvent opportunistes, vont pouvoir s'implanter plus longtemps et donc pouvoir développer des foyers épidémiologiques sur le moyen terme. Diapositive suivante.
Donc cette biodiversité, elle est importante, elle est très utile dans les écosystèmes naturels, elle est très utile aussi dans les écosystèmes agricoles pour faire de la fertilité physique, chimique, biologique, tout ce qu'on en a vu auparavant, mais faut-il être encore capable aujourd'hui de la mesurer, surtout si on va en faire des indicateurs. Et donc c'est vrai qu'on n'est plus sur des méthodes pasteuriennes depuis un certain moment, on va sur des méthodes moléculaires. Michael en a un petit peu parlé, puisque le monde de la faune du sol développe des outils moléculaires, mais nous, il y a 30 ans, on était obligés de développer ces outils moléculaires, parce que les micro-organismes étant très abondants, très diversifiés et très petits, eh ben, il fallait obligatoirement des outils moléculaires pour les caractériser. C'est ce que l'on a fait, on a développé des techniques d'extraction d'ADN du sol, et on a développé 2 grands indicateurs. Un qui sert tout simplement à quantifier la quantité d'ADN du sol, et on assimile ça à la quantité d'ADN microbien qui se trouve dans le sol, c'est ce qu'on appelle la biomasse moléculaire microbienne. Et puis un autre outil qui est basé sur les nouvelles techniques de séquençage massif qui nous permet d'ouvrir la fameuse boîte noire, si ce n'est une boîte de Pandore, de la diversité microbienne du sol, et donc capable de séquencer tout l'ADN du sol, et donc d'aborder l'entièreté de la diversité des micro-organismes du sol, en termes d'indice de diversité, ce qui sera un indicateur, mais aussi de composition en espèces. Diapositive suivante. Et donc en France, Thierry en a parlé, Antoine aussi en a parlé, on a quand même la chance et l'opportunité d'avoir un réseau d'observation des sols qui s'appelle le RMQS, qui a démarré dans les années 2000. Et nous, forts de nos outils moléculaires, déjà il y a une quinzaine d'années, on avait fait le challenge de pouvoir caractériser la qualité microbiologique sur les sols du RMQS et de faire en fait des inventaires nationaux de l'abondance et de la diversité des micro-organismes. Animation suivante. Et c'est donc ce que l'on a entrepris sur les sols du RMQS, les 2200 sols du RMQS qui représentent toute l'hétérogénéité pédologique, climatique, de mode d'usage et aussi de géomorphologie de la France. Diapositive suivante. Et donc, 15 ans après, je vous la fais assez rapide, on a généré donc des différentes cartographies, donc de l'abondance des micro-organismes par la biomasse moléculaire microbienne, de la diversité des bactéries, de la diversité des champignons. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces cartes, on n'a pas le temps, mais ce que l'on voit, c'est que on a tout d'abord un effet sur ces différents paramètres microbiens. On a des cartes très différentes, donc ce ne sont pas les mêmes paramètres environnementaux qui vont jouer sur l'abondance, la diversité des bactéries et la diversité des champignons. Comme je vous disais, on a d'abord un effet sol, très physico-chimique du sol, qui est en fait la constitution de l'habitat de ces micro-organismes qui va gérer leur abondance et leur diversité. Mais on a aussi un effet mode d'usage, et vous le voyez par rapport au petit graphe avec des smileys un peu tristes, où on voit que dans certaines situations, notamment pour la biomasse, cette situation agricole amène une altération de la quantité de micro-organismes. Par contre, on a une stimulation de la diversité bactérienne dans les systèmes agricoles, et au niveau des champignons, on a une stimulation de la diversité bactérienne dans les systèmes de grande culture, puis une baisse au niveau des vignes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'on peut stimuler de la diversité, notamment chez les micro-organismes, quand on crée de la perturbation. Et les pratiques agricoles sont sur une perturbation qu'on appelle moyenne, ce qui fait que ça stimule la diversité. Par contre, quand la perturbation est trop importante, on arrive à des processus de sélection, et c'est ce qui arrive dans la vigne pour les champignons, où on a une stimulation de la diversité dans les systèmes agricoles, grande culture. Par contre, les perturbations sont encore un peu plus fortes en système de vigne, notamment beaucoup d'antifongiques, et donc ça entraîne là une chute de la diversité. Donc on connaît aujourd'hui très bien, et la France est un peu leader à ce niveau-là, la caractérisation, l'inventaire national de nos micro-organismes en quantité, en diversité et aussi en paramètres environnementaux qui vont les structurer. J'en profite pour faire un peu de promo. Voilà, on a mis aussi voilà, j'en profite. On a mis aussi ces résultats à disposition du grand public avec des atlas naturalistes, voilà, pour les étudiants, les agriculteurs, les usagers, les citoyens en général. Donc l'Atlas français des bactéries du sol est sorti en 2018. On travaille en ce moment de façon très importante et très intensive sur l'Atlas français des champignons du sol. Donc cet inventaire national avec les outils moléculaires sur les sols du RMQS, voilà, qui devrait sortir d'ici une petite année. Alors, au niveau, voilà, pour revenir sur des choses plus opérationnelles dans le cadre d'AgroÉcosol, en fait, ces cartes de France, ces inventaires nationaux d'abondance microbienne, de diversité de bactéries, de diversité de champignons, représentent bien sûr des productions de connaissances académiques qui font des très jolis papiers, mais aussi des inventaires nationaux qui constituent des référentiels. Et depuis une dizaine d'années, puisqu'on a cité Agrinov tout à l'heure, Thierry a cité Agrinov comme un peu un historique d'indicateurs, notamment sur la microbiologie, ces référentiels nous ont permis de développer des modèles, si on peut faire l'animation, des modèles prédictifs d'une valeur de référence pour tout nouveau sol qui sera analysé. En fait, on connaît toute la diversité des sols en France, la microbiologie qui lui est associée, et aujourd'hui, quand on a un nouveau sol et qu'on rentre ces paramètres physico-chimiques dans le modèle, ce modèle nous donne une valeur de référence de l'abondance, de la diversité des bactéries et de la diversité des champignons à obtenir en fonction de la typicité de ce sol. C'est exactement comme une analyse de sang où on rentre vos paramètres
vous, biologiques, de citoyens, de mode d'usage, de mode de vie, d'âge, de sexe, de localisation, et on vous donne une gamme de références de globules blancs, de globules rouges. Et ben c'est pareil pour toute nouvelle parcelle, tout nouveau sol. Nos modèles sont capables de prédire la gamme de références qu'ils devraient atteindre en biomasse, en diversité. Et donc après, bien sûr, on va comparer à une valeur mesurée, et on va voir si on est au-dessus de la valeur de référence. Et ben on sera avec un mode d'usage qui va stimuler les caractéristiques microbiologiques. Si on est en dessous, un petit peu en dessous, on altérera un peu, et beaucoup en dessous, on sera dans le rouge et on aura une forte dégradation due aux pratiques d'usage du sol. Diapositive suivante. Et donc, oui, diapositive s'il vous plaît. Oui, alors ça c'est aussi un peu de promo. Voilà, on a fait un ouvrage sur le diagnostic moléculaire de la microbiologie avec l'ADEME il y a à peu près 6 ou 7 ans. Diapositive suivante. Voilà, donc on avait déjà avant agroécosol, globalement, l'inventaire de la biomasse moléculaire, l'inventaire de la diversité bactérienne, mais pendant agroécosol, et pour partie grâce à agroécosol et à des financements d'agroécosol, on a pu finaliser 2 référentiels, celui de la diversité des champignons et un nouvel indicateur qu'on utilise un peu en routine, mais dont on n'avait pas de référentiel, qui est le ratio champignons sur bactéries. Donc on l'a aussi en termes d'inventaire national et aussi en termes de modèles prédictifs. Et donc on a développé ces modèles pour la diversité des champignons, pour ce ratio. Et aujourd'hui, on est capable de finaliser tout le diagnostic microbiomoléculaire avec abondance, biomasse moléculaire, diversité bactéries, diversité de champignons et équilibre microbien, qui est le ratio champignons-bactéries. Quelques petites... Voilà, alors comment ça s'est passé très rapidement? Il y a eu un gros transfert technologique de l'UMR agroécologie au laboratoire d'Auréa, et notamment celui de Blanquefort qui faisait déjà de la biologie moléculaire, mais sur le végétal. Alors quelques petits chiffres, plusieurs semaines de formation, un nombre non négligeable de jours de transfert technique, et puis aussi beaucoup de SAV qui avaient été fortement sous-estimés, notamment par rapport à un intermédiaire technique qui est la bioinformatique vers des données de séquences d'ADN. Il faut des outils très puissants de bioinformatique en termes de stockage, mais aussi en termes de calcul et de pipeline de nombreux logiciels qui nous permettent d'épurer les séquences, de les trier et puis de les analyser. Et puis, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, au-delà du projet, on a mis en place une sorte de comité technique de suivi des indicateurs dans lequel on sera impliqué pour voir bien sûr la bonne application de ces indicateurs, et puis s'il y a des optimisations techniques de notre côté ou du côté d'Auréa aussi, de voir comment les combiner et les valider ensemble pour faire évoluer ces techniques vis-à-vis des évolutions technologiques ou même des demandes potentiellement d'un marché. Dans ce transfert, on a fait pas mal d'essais interlaboratoires. À gauche, vous avez l'essai interlaboratoire entre Auréa et l'UMR agroécologie sur la biomasse moléculaire. Vous voyez qu'on a une belle linéarité avec une régression presque parfaite. À droite, c'est la diversité des bactéries. On a une linéarité aussi, quelque chose d'assez comparatif et reproductif, mais avec un décalage par rapport à ce qu'on devrait obtenir. Ça, c'est pas vraiment grave, on valide aussi. On va juste calculer, comme c'est linéaire, un coefficient de recalage entre 2 laboratoires. Voilà, parce que localement, c'est vrai qu'on ne fait pas systématiquement et toujours les mêmes procédures de la même façon pour des environnements techniques ou même humains. Et donc, si c'est linéaire, c'est pas grave, on recale juste et après, on applique ce recalage pour tout nouvel échantillon. Pour finaliser, j'ai bientôt fini. On a fait quelques petites optimisations techniques. C'était pas la même façon de préparer les sols entre Auréa et nous. Donc, on a essayé de voir si entre les 2 préparations des échantillons de sol, notamment nous, on les cryolyophilise à moins 90 degrés. C'était un petit peu compliqué, un petit peu technique pour Auréa. Donc, eux, c'est plutôt un séchage doux à l'air libre, ce qui était déjà le cas du RMQS au départ, même si ça a évolué. Donc, c'était pas totalement inconnu pour nous, mais on a quand même revérifié que cette préparation de sol en conservation et après pour les analyses n'influençait pas trop les résultats obtenus et on a vérifié voilà, que c'était bien linéaire. Et quand c'est pas linéaire, ben c'est pareil, on applique un facteur correctif. Et donc, on a validé tout ça. Et puis, ben, pour finir, dernier point, on a parlé voilà, de la molécularisation de la faune du sol, donc la nécessité d'extraire l'ADN aussi pour analyser la faune du sol. Et on avait globalement 2 écoles, l'école de la microbiologie à Dijon, avec un protocole assez complexe, assez lourd, mais très efficace et très exhaustif pour extraire les micro-organismes. Et puis, le laboratoire LECA qui développait la molécularisation de la faune du sol et qui avait un protocole d'extraction d'ADN plutôt
différent, assez simplifié et basé sur des lavages de sol et même adaptable pour le faire au terrain. Et donc le but, c'était d'essayer d'harmoniser ces deux protocoles pour essayer d'en garder qu'un. Et en fait, au début, déjà, on a comparé ces deux protocoles. Donc, diapositive suivante. Ce que l'on a vu, c'est que sur la microbiologie, les deux protocoles donnaient des choses assez différentes, que ce soit en termes de biomasse ou même de diversité des micro-organismes. Voilà, on voit qu'il y a une faible linéarité entre le LECA et l'INRA, et puis des compositions de communautés qui sont différentes entre l'INRA et le LECA. Et on avait à peu près des résultats aussi similaires au niveau de la faune du sol, voilà, avec des protocoles. Le protocole INRA donne une meilleure détection de l'abondance et de la diversité, enfin surtout de la diversité de la faune du sol, mais c'était pas vraiment comparable entre les deux protocoles. Donc le projet étant fini, on n'a pas fait d'harmonisation entre ces deux protocoles, on a juste constaté qu'on avait des choses différentes, pas comparables. Donc maintenant, on va continuer de travailler là-dessus pour essayer d'avoir pas obligatoirement un protocole unique, mais au moins un protocole, notamment pour la faune du sol, qui peut améliorer la sensibilité et la robustesse de ces anémones. Et je crois que j'ai fini. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Lionel Rangard. Vous restez avec nous ? Vous restez avec nous, Michael, Ed, restez avec nous, puisque nous allons passer à la petite séquence questions-réponses. Voilà, j'imagine qu'il y a des questions, parce qu'on a quand même vu beaucoup de choses, on est rentré dans le détail. Ce serait possible peut-être de mettre nos intervenants en visio à l'écran, je ne sais pas si c'est possible, Mathéo, oui. Voilà, ils y sont, très bien, super, merci. Et puis, question, le micro est dans la salle, je crois, oui, voilà. Il faut toujours une première main qui se lève pour en avoir une deuxième, c'est bien connu. Alors... Des questions, oui, non. Non, eh bien écoutez, moi j'en avais une toute petite pour les indicateurs de diversité. On a parlé des bactéries, voilà, et champignons. Est-ce qu'on peut, d'après vous, aller encore plus loin que le seul nombre d'espèces, voilà, peut-être, bon voilà, vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a une liste d'espèces ou bien des groupes fonctionnels? Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle comme élément sur ce point? Pour y répondre peut-être. Je dirais Lionel Rangard. Alors, sur les micro-organismes, c'est vrai que sur la faune, et Mickaël pourra en parler, on peut parler de traits fonctionnels, de groupes fonctionnels de vers de terre et d'autres organismes. Sur les micro-organismes, on identifie de plus en plus ces espèces, elles sont de plus en plus connues. D'ailleurs, je vous renvoie aux atlas pour continuer la promo, et vous verrez qu'on a des fiches par grands groupes de taxons à l'échelle de la France, avec leur implication dans différentes fonctions et leurs attributs écologiques. Mais cette question est assez pertinente parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur l'inférence fonctionnelle chez les micro-organismes. C'est-à-dire que vous savez qu'en parallèle de ce qu'on fait en écologie, il y a énormément de micro-organismes au niveau mondial qui sont séquencés pour des micro-organismes associés à la santé, à l'alimentation ou à l'environnement. Et donc, on a des bases de données internationales sur les génomes séquencés des bactéries et des champignons qui augmentent énormément. En fait, ce que l'on fait, c'est que quand on a maintenant des listes d'espèces au niveau de nos sols, on va regarder les génomes qui sont associés avec ces espèces et on en déduit au sein du sol une liste de gènes d'activité. Et aujourd'hui, on est sur des couvertures de 60-70% de possibilités de couvrir toute la communauté avec des gènes d'activité. Et donc, on va en déduire non pas un indice de diversité taxonomique, enfin on va toujours le faire, mais aussi un indice de diversité fonctionnelle, voire même la présence des gènes, par exemple, qui peuvent boucler le cycle de l'azote, ou la présence de gènes cataboliques de la dégradation de la matière organique, ou du cycle du phosphore. Et donc ça, on est plutôt en mode recherche en ce moment là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle l'inférence fonctionnelle, et je pense que d'ici pas très longtemps, on aura en complément de nos indices de diversité taxonomique des indices de diversité fonctionnelle, de redondance fonctionnelle, et même la possibilité de boucler certains cycles fonctionnels, azote, dégradation du carbone, phosphore, etc. Donc oui, on va aller assez rapidement plus loin. Alors c'est très important l'abondance et la diversité parce que c'est la base des fonctions, hein. Faut pas l'oublier en écologie, mais sont les premiers indicateurs, mais il faut aller aussi sur des notions plus fonctionnelles. Très bien. Aujourd'hui, les activités enzymatiques sont traitées individuellement. Est-ce que, d'après vous, il y aura un moyen peut-être plus pertinent de calculer, peut-être au travers d'un indice global ou par cycle? Je vais peut-être pas répondre à toutes les questions. Oui, mais plutôt une question pour Nathalie Chemiron. Non, il fonctionne. Il faut parler bien fort dedans. D'accord. Ah.
Je vais essayer de parler plus fort. Alors, pour tout ce qui est combinaison d'activités, pour faire vraiment un indice, on va dire, global, donc ça c'est en cours aussi. C'est étudié depuis plusieurs années et plusieurs indices sont à l'étude. On n'est pas encore fixé sur quel indice utiliser et quels sont finalement les enzymes prépondérantes à sélectionner et la pondération du poids de chacune des enzymes à mettre. On comprend bien que la recherche, de toute manière, n'est pas continue de travailler sur le sujet pour faire progresser ces indicateurs. Très bien. J'ai entendu alors que les araignées, les cloportes, étaient également des bioindicateurs. Alors, est-ce que finalement ils vont être intégrés? Qui est-ce qui peut me répondre? Peut-être plutôt Michael End. Est-ce qu'on va les intégrer dans l'offre agroécosol, ou est-ce que c'est encore un petit peu prématuré? Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Alors ça, ce sera à Auréa de décider, mais ce qui est sûr, c'est que les prélèvements d'invertébrés à l'aide de pièges trappes, donc les pitfall traps, les pièges barbeurs que beaucoup connaissent, ne sélectionnent pas les carabiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les carabiques qui tombent dedans. Donc dans les collections d'échantillons que Auréa va avoir à disposition, il y a la possibilité ensuite de revenir sur d'autres groupes, de discuter autour de tous ces autres organismes dont on pourrait s'emparer pour créer d'autres indicateurs. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que, tout comme le disait tout à l'heure Lionel, il faut décloisonner. Faut décloisonner les choses, et les X, un groupe, micro-organismes, c'est un autre groupe, mais tous ces organismes-là interagissent les uns avec les autres au sein de réseaux d'interaction. Et peut-être un avenir pour la bioindication, le diagnostic de l'état écologique des sols, c'est de s'orienter vers la compréhension des réseaux d'interaction. On peut avoir un groupe d'organismes qui augmente, mais est-ce que c'est, dont l'abondance ou la biomasse augmente, est-ce que c'est lié à la pratique, ou est-ce que c'est lié à une régulation biologique par les prédateurs ou par leurs ressources? Et ça, il n'y a que les approches qui prennent en compte plusieurs organismes qui pourront nous le dire. Et donc dans la stratégie de recherche actuelle que nous menons, il y a la création d'un pipeline d'analyse qui, à partir d'une liste d'espèces, permettent de donner des informations sur le réseau d'interaction. Donc ça, c'est un article qui va être soumis cette semaine et qui a été appliqué à différents jeux de données, et qui montre qu'aujourd'hui, la connaissance est suffisante pour pouvoir, non pas dire quel organisme interagit avec quel autre, mais en tout cas quel groupe d'organismes interagit avec quel autre. Et donc, voilà, il y a tout un champ aujourd'hui aussi de développement de ces approches de compréhension de la réponse des organismes ou d'effet des organismes sur le fonctionnement du système, qui passe par l'analyse des réseaux d'interaction ou des réseaux de concurrence en fonction des données disponibles. Très bien. Donc oui, pourquoi pas les araignées, pourquoi pas les cloportes, pourquoi pas d'autres groupes. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a une question pour vous dans la salle. Voilà, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour, Omar Moujaïd, responsable du service agronomie chez Terrena. J'ai une question sur la méthode d'identification dont vous venez de parler. Est-ce qu'elle est stable dans le temps? On sait que la composition des phospholipides des membranes est soumise à des variations en fonction des stress environnementaux. Et est-ce que ces micro-organismes n'évoluent pas trop vite dans le temps pour nous donner ensuite une réponse qui serait peut-être en adéquation avec l'analyse en elle-même? J'en déduis que c'est pour les micro-organismes. Tout à fait, oui. Oui, alors c'est pour ça qu'on ne fait pas des PLFA en termes de diversité, c'est que historiquement, cette technique de phospholipides membranaires était utilisée. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ok. Était utilisée pour faire des compositions et des structures de communauté. C'est une technique qui date des années 80, même avant, qui vient même du monde de la chimie. Et en fait, on sait que justement, il y a des variations métaboliques et physiologiques qui influencent ces PLFA en termes de composition, et on assimilait ça à des modifications de composition de communauté, alors que c'était juste des modifications physiologiques des individus de la communauté. Donc, c'est pas un très bon indicateur pour faire de la diversité ou de la composition. Donc, et la méthode moléculaire est beaucoup plus robuste, et puis on est vraiment sur de la séquence taxonomique qui définit les espèces, donc ça c'est robuste. Après, l'autre question qu'il y avait, c'était quoi les communautés stables dans le temps?
Relativement stable au niveau du sol. On a toujours l'impression que les communautés microbiennes vont changer dans tous les sens, en abondance et en diversité, parce qu'il fait un peu plus chaud le matin, un peu plus froid le soir, une petite pluie à midi. C'est faux. Le sol est un environnement tamponné, qui est assez déjà oligotrophique pour les organismes du sol, et notamment les micro-organismes. Et donc, en fait, l'abondance et la diversité des communautés va être relativement stable, même en fonction des saisons. C'est d'ailleurs ce qu'on avait montré avec Arvalis, si François Laurent se rappelle, une étude il y a une quinzaine d'années sur le site de Boigneville dans l'essai environnement, où on avait fait justement un prélèvement tous les mois pendant une année. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des communautés stables, et les différences qu'on voyait, notamment entre les modalités, travail du sol, pas de travail du sol, interculture, etc., restaient discriminées tous les mois de l'année. Donc, on a quand même quelque chose d'assez stable au niveau des micro-organismes. Par contre, quand elles se mettent à répondre, c'est à des modifications d'usage ou des grosses perturbations environnementales qui, là, vont les structurer à relativement long terme. Merci beaucoup pour ces précisions, Lionel Rangard. Il reste une question? Non? Alors je pense qu'on va clôturer. On va remercier chaleureusement et vivement nos intervenants. On aurait pu les laisser à l'écran. Voilà, je remercie mesdames, donc Justine Lenette, voilà, Doréa, Nathalie Cheviron, Dean Rae, Michael Ed, ça y est, ils ont disparu. Michael Ed, Dean Rae, non, ils sont toujours là, merci. Oui, c'est sympa comme ça de vous voir encore. Lionel Rangard, Dean Rae, un grand merci messieurs pour cet éclairage scientifique précis. Merci beaucoup et sans plus tarder, nous allons accueillir pour ce qui va être la dernière table ronde de la matinée. Voilà, je vous propose donc d'accueillir. Alors certains sont, ils sont presque tous d'ailleurs. J'espère que la régie, voilà, on les a en visio. Donc je vais les citer. Antonio Bispo, directeur de l'unité recherche info et sol. Voilà, Antonio Bispo, voilà, on a également Lionel Jordan-May, enseignant-chercheur en agronomie à Bordeaux, Sciences Agro, président du Comifère. Et puis j'ai oublié Antoine Pierrard, voilà, qui est présent, coordinateur qualité des sols et prospective INRAE. Et celui qui sera avec moi sur ce plateau, François Laurent, directeur recherche et développement Arvalis. Messieurs, bonjour. Ah, voilà. Donc, on est au complet. Donc, finalement, on m'avait annoncé 3 personnes en visio. Donc, on en a bien 2. Antonio est là. Très bien. Merci, Antonio Bispo. Alors, on m'avait annoncé 3 personnes en visio. Finalement, on en a 2. Et 2. Donc, on est dans une équité qui est parfaite. Très bien. Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à cette table ronde. Voilà, l'heure est venue de faire en quelque sorte maintenant, nous allons clôturer la matinée, un état des lieux dans le contexte de la transition agroécologique que l'on connaît tant sur le plan national qu'européen. Prendre la mesure du cadre réglementaire, c'est important, autour des sols. Et enfin, nous ouvrirons la thématique en abordant le sujet des sols urbains avec Antoine Pierrard, il me semble. Voilà, donc première question, Antonio Bispo, je me tourne vers vous. Peut-on parler aujourd'hui d'une prise de conscience de la gestion des sols au niveau européen désormais? Voilà, on en est où? C'est ouvert, hein, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on peut réteindre la salle si vous le souhaitez, la régie. Merci. C'est mieux. Alors oui, au niveau européen, ça bouge pas mal depuis, on va dire, quelques années. Là, il y a actuellement un projet alors ça s'appelle un projet de loi sur la santé des sols qui est annoncé une proposition qui est annoncée pour le mois de juin cette année. Donc ça fait à peu près 2 ans que l'Europe y travaille. Il y a eu aussi une mission santé des sols qui a été mise en place par l'Europe et qui a réfléchi, qui a donné des grands objectifs à l'Europe de remettre en état finalement les sols en Europe. Il y a eu très récemment publié sur le site du JRC ISPRA un tableau de bord européen avec certains indicateurs. Alors contrairement à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est plutôt des indicateurs liés aux menaces pesant sur les sols, contamination des sols, érosion des sols, plutôt que des indicateurs de fonction. Là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du fonctionnement des sols, de comment on peut évaluer justement ce fonctionnement.
Et le tableau de bord qui a été publié très récemment, en début de mois, là, c'est plutôt un tableau de bord qui vise l'état de dégradation des sols et qui essaie de dresser un panorama de l'état des sols en Europe. Donc oui, c'est en train de bouger pas mal. Très bien. Alors, j'en profite, si vous avez une question, si vous souhaitez intervenir, eh ben, on peut le faire. Hein. C'est une table ronde, finalement. Donc, c'est pas plus mal que vous puissiez intervenir. François Laurent, quelle tendance se dégage concernant la construction, vous avez d'autres micros à votre disposition, concernant bien, la construction du conseil de gestion des sols, voilà. Comment s'organiser pour bâtir des références solides. Voilà. Comment c'est le comment de la question, comme on dit. D'accord. C'est pas la question la plus facile. Je pense qu'Agroécosol a illustré un peu, je dirais pas la démarche complètement exemplaire, mais on a quand même fait un gros effort d'organisation et de structuration de la démarche et d'ouverture de la démarche par rapport à ce référencement, comme vous avez pu le voir, en faisant un gros effort de faire le lien entre les différents indicateurs que pouvait nous proposer la recherche entre guillemets académique ou pas, et puis les différents processus qui siègent au niveau du sol en lien avec un certain nombre de fonctions. Je pense que cet exercice, qu'il est quand même exemplaire et il est quand même, je pense, fondateur de la façon dont on devra à terme continuer à travailler le sujet. Le système qu'on a essayé de bâtir est ouvert. Ça veut dire néanmoins, je pense, par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, on ne pourra pas être une plateforme d'accueil de l'ensemble d'un certain nombre d'indicateurs qui sont proposés par des acteurs très différents. Mathieu l'a illustré tout à l'heure. Il y a eu un effort de fait de présélection sur l'examen d'un certain nombre de critères de recevabilité, si on veut, de ces indicateurs. Il faudra poursuivre cet exercice-là. Mais la plateforme reste ouverte à ça. Mais disons, les propositions par rapport à ces nouveaux indicateurs, je pense, devront rentrer dans le schéma qui n'est pas un carcan, mais qui nous oblige à la fois les agronomes d'un côté et les écologues qui ont réussi à travailler ensemble dans ce projet pour mettre ensemble leurs connaissances et les articuler sur l'explicitation pas à pas de toutes ces liaisons fonctionnelles, et les dernières interventions ont bien montré la façon dont on devait le faire. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, et je finirai là-dessus, ce qu'on n'a pas complètement, il me semble, ce sur quoi on n'a pas complètement abouti, peut-être dans Agroécosol, mais qui le permettra, c'est la mutualisation des résultats. C'est-à-dire que dès le départ, on avait conçu d'être dans un système où on avait une ambition, on va dire, assez forte, d'être dans un système, entre guillemets, auto-apprenant. C'est-à-dire que par la richesse, par l'accumulation des résultats comparables, c'est-à-dire issus d'une même méthodologie, et Lionel a bien illustré la difficulté qu'on peut avoir à standardiser des processus, des métrologies qui permettent d'acquérir ces indicateurs. Mais quand on a fait cet exercice-là de façon pertinente, ça ouvre la possibilité du coup de mutualiser ces résultats, et qui nous permettront à terme de réinterroger les bases de données pour enrichir les référentiels, parce que avec l'augmentation du volume de données, on pourra être beaucoup plus pertinent je pense dans les systèmes d'interprétation. Voilà un peu les deux axes que je vois dans la suite des opérations. L'aventure commence. L'aventure ne fait que commencer. Lionel Jordan-Meil, vous êtes président du Comifère. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le raisonnement de la fertilisation, dans le contexte que l'on connaît, s'il y avait, on va dire un petit bilan, le chemin reste encore long à parcourir, j'imagine, mais bon, on peut déjà tirer quelques enseignements. Bonjour. Alors, oui, c'est toujours de l'amélioration continue avec le raisonnement de la fertilisation, et le fait de pouvoir compter sur des indicateurs supplémentaires, complémentaires, est un vrai bon point. Ce que je voulais rappeler, c'est quand même quelques fondamentaux qui transcendent un petit peu les types d'indicateurs, qu'ils soient physiques, biologiques, chimiques. Sur les parcelles, il y a des entrées et des sorties de minéraux, et en gros, il faudra quand même, à terme, essayer de balancer les bilans de minéraux,
Et donc, quels que soient les indicateurs, à terme, on sait que la gestion raisonnée, c'est d'à peu près équilibrer les entrées et les sorties. Alors bien sûr que les micro-organismes du sol permettent d'avoir accès à des stocks peut-être moins biodisponibles que des molécules totalement solubles, mais les stocks en général se renouvellent beaucoup moins vite que les prélèvements. Ensuite, dans les grands fondamentaux, c'est qu'on a des molécules plus ou moins biodisponibles. Alors aujourd'hui, il y a des méthodes chimiques pour caractériser un stock dit biodisponible, et c'est vrai que selon le fonctionnement microbiologique du sol, il peut y avoir sûrement des différentes interprétations à faire des seuils actuels qui ont été établis dans des systèmes, on va dire, classiques, avec labour, qui ne valorisaient pas forcément au maximum la vie microbienne des sols. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que sur la fertilisation, il y a des carences vraies, donc on peut vraiment manquer de minéraux, et ça, la microbiologie ne pallie pas l'absence de tous les minéraux, peut-être l'azote, bien sûr, mais quand un sol manque vraiment d'un oligo ou d'un élément majeur, là, c'est une vraie carence. Et on parle aussi de carences induites, et notamment, il y a des tas de carences qui sont induites par un mauvais fonctionnement biologique du sol. Donc là, dans ces cas-là, évidemment, ça ne sert à rien de rapporter des engrais minéraux organiques. Il faut s'attaquer plus à faire refonctionner biologiquement le sol, peut-être vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de la structure du sol, etc. On imagine que ça va avoir un impact, enfin c'est ce que je pense, messieurs, sur les conduites, parce qu'in fine, derrière, on a l'utilisateur final, l'agriculteur, donc ça va être très impactant pour lui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à moi que vous adressez la question? Oui, puisque... oui. Mais est-ce que... Alors j'ai préparé une diapositive, je ne sais pas si on peut la montrer, c'était par rapport à la tentation de... même pas de substitution, mais d'impasse. En fait, c'est vrai que la place de la fertilisation dans la conduite agroécologique des sols, la tentation peut être de faire des impasses chimiques et du non-labour, voilà, une succession d'arrêts de ce que l'on faisait avant. Alors là, c'est peut-être un peu une provocation, hein. J'espère que les collègues microbiologistes ne me voudront pas. C'est juste un graphique pour réfléchir. Donc en haut, vous avez en vert une ligne verte épaisse qui simule la teneur en phosphore, par exemple, un élément biodisponible du sol, soumis au prélèvement par la plante, et ensuite aux apports. Donc il y a, en pointillé, c'est l'évolution de la teneur autour d'une valeur moyenne. Donc la plante prélève, on rapporte, la plante prélève, on rapporte. Ça, c'est grosso modo les règles qui sont préconisées. Et avec le développement du raisonnement agroécologique, en focalisant de plus en plus sur la biologie, on peut avoir tendance à dire que petit à petit, la biologie va se substituer aux intrants et à certaines activités humaines. Alors j'ai simulé ce qui pourrait se passer si on arrête, par exemple, les intrants, soit biologiques, qu'ils soient organiques ou minéraux. Donc en pointillé rouge, ce serait la teneur du sol d'un élément qui descendrait. Et puis vous avez donc la ligne verte, c'était le rendement. Et la ligne verte continue, c'est le rendement. Et donc, en cas d'absence d'apport, on aurait des rendements qui commenceraient à dégringoler peut-être quelques années ou quelques décennies plus tard ou quelques années. Une ligne rouge, donc, qui simulerait une évolution des rendements si on ne rapporte pas de fertilisants. Et à un moment donné, dans les modèles hyper simples, on pourrait dire que moins il y a de minéraux, plus les rendements dégringolent. Et ça c'est si on continue, la ligne rouge continue. Par contre, le domaine d'expression de l'agroécologie, à partir de quel moment les micro-organismes peuvent jouer un rôle positif vis-à-vis du fonctionnement de la plante, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut attendre souvent des sols assez pauvres pour que les micro-organismes rentrent pleinement en jeu dans le fonctionnement des échanges sol-plante. Et ce que très peu de modèles simulent aujourd'hui, en tout cas ceux que je manipule, hein, et on pourrait imaginer que l'air en vert que j'ai dessiné, c'est la différence entre des modèles purement physico-chimiques et des modèles qui intégreraient le fonctionnement biologique des sols. Donc en fait, la fertilité du sol ne diminuerait pas autant que prévu parce que justement, on a négligé jusque-là les rôles de certains micro-organismes dont le fonctionnement est maximum dans des conditions plutôt pauvres du sol. Et tout l'enjeu, à mon avis, de la fertilisation en agroécologie, c'est d'essayer de faire en sorte que ce seuil de prise en compte
de l'activité des micro-organismes n'interviennent pas trop tard par rapport aux enjeux de nutrition et simplement de revenus de l'agriculteur. Donc voilà, la fertilisation aujourd'hui a bien conscience qu'elle doit évoluer. De toute façon, il y a de la pénurie de matières fertilisantes. On sait qu'il peut y avoir des micro-organismes qui jouent des rôles clés dans la mise à disposition des minéraux pour les plantes. Il faut juste espérer que leur expression n'intervienne pas trop tard par rapport au rendement des plantes. Voilà. Et donc je pense que tous les collègues sont conscients que plus on peut arriver à avoir une intervention de ces micro-organismes le plus en amont possible, mieux c'est. Il ne faut pas attendre d'avoir des sols qui sont quasiment plus des sols agricoles en termes de teneur des minéraux. Merci beaucoup Lionel Gendamey, président du Comifère. Antoine Pirard, alors on sort un petit peu peut-être du cadre terre agricole, mais si on parlait des sols urbains, est-ce qu'on peut transposer aujourd'hui ce qu'on sait, nos acquis par rapport aux sols agricoles, et faire cette transposition sur les sols urbains, ou est-ce qu'il y a des spécificités, des ajustements à faire selon vous? Je dirais qu'il y a quand même une bonne partie des méthodes qu'on va pouvoir transposer. Après, il y aura forcément des ajustements à faire dans la mesure où il y a un contexte assez spécifique sur les sols urbains, où il y a une grande hétérogénéité des sols. Donc rien que sur les méthodes de prélèvement, typiquement, il va falloir probablement retravailler les façons de récupérer des échantillons. On est souvent sur des technosols, et à l'espace de 1 mètre près, on peut avoir des choses très différentes avec des terres qui viennent de plusieurs endroits différents. Il y a un enjeu de pollution aussi qui va être à regarder, et donc peut-être des indicateurs différents à suivre de ceux qui sont utilisés et développés au niveau industriel en contexte agricole. Après, clairement, il y a un vrai besoin d'aller vers ça, dans la mesure où si on veut avoir des villes qui sont adaptées au changement climatique, il va falloir développer des méthodologies pour suivre la qualité des sols et pour pouvoir gérer durablement nos sols en contexte urbain. Très bien. Oui, on imagine que finalement tout ce travail de recherche va pouvoir bénéficier à la société, en général, à la société civile, je pensais. Merci. C'est une question, je suis... Non, c'est une réflexion que je vous partage, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions, éventuellement? Voilà, c'est le moment. Messieurs, des éléments peut-être à ajouter pour conclure? Non, sans conclure, mais pour rebondir sur l'intervention précédente par rapport au sol urbain, je pense que aussi on aura, nous, à faire un effort que les indicateurs, tels que ceux qu'on a pu voir, puissent aussi s'adresser à d'autres types d'usages que classiquement agricoles, et notamment, on va dire, s'adresser à des parties prenantes qui s'interrogent assez légitimement on en entend parler beaucoup sur les grands médias. Les sols se dégradent, les sols sont morts, enfin bon, on entend un peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi, mais je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort de rendre explicite ce qui sort de ces indicateurs pour nous. Alors je parle pour moi en termes d'agronome dédié à la gestion des systèmes cultivés, mais ça c'est notre business. Mais pouvoir valoriser ces informations à des parties prenantes extra-agricoles pour montrer comment le monde agricole est dans sa transition, transforme ses pratiques, va dans le bon sens ou pas, mais rendre lisible ce que l'on fait en matière de pratiques agricoles, je pense que ça c'est un enjeu qui n'est pas évident à tenir, et ça me semble quand même important aussi de pouvoir s'en occuper. Mais non des moindres. Compte tenu du contexte sociétal. Oui, Antonio Obispo. Ouais, je complète sur les différents usages. Typiquement, le projet qui est annoncé là, sur la loi de santé des sols va considérer différents usages. Ils ont intégré tout le continuum de sol, depuis le sol naturel, on va dire, sol agricole, sol forestier, parce qu'on n'en a pas parlé encore, et également les sols urbains. Et forcément, ce qui va se dégager derrière, je pense que les outils, alors il y a la question de l'échantillonnage, mais il y a aussi la question du référentiel. Comment on va interpréter des valeurs en sol urbain ou en valeurs en sol agricole. Et donc là, clairement, il y a aussi des enjeux.
à avancer, parce que il y a de fortes chances finalement qu'on stratifie l'information par type d'usage, peut-être aussi par pédoclimat. Actuellement, ça se discute. Outre le choix des indicateurs, ce qui se discute aussi beaucoup, c'est comment on va les interpréter, à quelle échelle. Est-ce que c'est à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la commune, à l'échelle d'une pédorégion, des régions agricoles, des PRA, là, des petites régions. Enfin voilà, toute cette question de comment on va interpréter des résultats, puisque l'idée de cette loi sur les sols, c'est aussi d'améliorer à terme la qualité, santé, enfin après on l'appelle comme on veut, des sols. Mais c'est aussi du coup de se donner des étapes et de se dire, voilà, dans 20 ans, on doit avoir amélioré. Mais du coup, j'améliore quoi? Ma parcelle, la commune, au niveau national. Enfin voilà, donc ces questions-là, elles vont se poser au-delà du choix de l'indicateur, qui est déjà crucial, et de la méthode. Il va y avoir le choix de l'échelle et du référentiel d'interprétation. Très bien, merci Antonio Obispo pour ce rappel, pour ces précisions. Voilà, si vous souhaitez, eh bien voilà, poser une question, intervenir, je me tourne vers mes intervenants. Un petit mot de la fin, comme on dit, la petite phrase de conclusion, elle est à vous. Voilà, si chacun veut bien se prêter à ce petit exercice, ô combien difficile, vous savez, c'est les 30 dernières secondes. Je commence. Moi, je voulais simplement dire que les indicateurs agro-écosol renforçaient complètement au moins 4 gros enjeux de la fertilisation. Bon, faire des productions végétales et rendre soutenable l'exploitation agricole, renforcer la qualité des produits, limiter les fuites environnementales et puis stocker le carbone. Voilà, ça c'est les enjeux de la fertilisation et on voit bien que les nouveaux indicateurs y contribuent totalement. Merci Lionel Gendormeil, président du Comiffer. Donc je me tourne vers François Laurent, qui voulait intervenir. Bon, c'est plus à la limite un témoignage peut-être qu'autre chose, parce que bon, j'ai eu la chance d'être un peu à l'origine au démarrage, plus qu'à l'origine du projet. Et je peux dire que moi j'ai beaucoup apprécié le fait que ça a permis un dialogue très fructueux entre agronomes d'un côté, écologues de l'autre. Je regarde mon collègue Lionel Rangère en exemple. On a à la fois beaucoup discuté, mais on s'est beaucoup chauffé aussi par rapport à ces sujets-là, parce que nous, avec une approche qui était relativement analytique, et voilà, il y a tout le passé qu'a rappelé mon directeur par rapport à la proximité d'un institut comme le nôtre, avec un outil analytique comme ce qu'était Auréa. On avait une approche très analytique. L'écologue qui est la science du complexe et qui aborde les sujets d'emblée de façon très globale et systémique. Et on a réussi à se rejoindre j'y reviens pas, mais dans tout le schéma, la construction du référentiel, des schémas d'interprétation, on a quand même été jusqu'à vouloir quand même décortiquer un certain nombre de phases clés de tous ces processus écologiques en lien avec une gestion agronomique. Et ça, je pense que, voilà, pour moi, ça a été extrêmement riche et surtout porteur d'avenir. C'est-à-dire, encore une fois, je leur dis, mais l'aventure commence. On n'est qu'au début des ennuis quand même, je pense. Mais très bien. C'est-à-dire qu'on a maintenant construit quelque chose, et puis il ne sera pas unique, il y en aura d'autres. On n'a pas d'exclusivité, on revendique pas l'exclusivité là-dessus. Mais bon, on offre une plateforme, je pense, très intéressante, à la fois d'accueil de nouvelles connaissances et de construction de nouvelles références. Merci. Antonio Obispo, vous voulez rajouter? Alors moi aussi j'étais au début, j'étais de l'autre côté, j'étais à l'ADEME à l'époque et du coup on avait pas mal échangé sur le montage. On partait un peu dans l'inconnu et là je trouve qu'on arrive quand même à quelque chose de super concret et à avoir réussi le pari de l'époque, il y a 5 ans, c'était quand même un pari. Et en plus je pense, alors je sais pas si le mot, ça va peut-être être beaucoup ce mot, je sais pas, moi j'ai quand même le constat, j'ai l'impression qu'on a construit une espèce de petit champion français quand même, parce que pour fréquenter d'autres collègues européens, en fait il y a beaucoup des analyses qui ont été montrées ici, qui sont faites par différentes universités ou laboratoires de recherche, mais tout ça concentré finalement au sein d'un partenaire privé en fait qui est capable de l'industrialiser, de le commercialiser. J'en ai pas vu actuellement, alors peut-être que j'ai pas fait assez, mais j'en ai pas vu actuellement en Europe. Et je trouve que du coup, on a un petit cocorico peut-être à avoir que d'avoir construit ça au sein d'un laboratoire national avec. On sent que ça pousse du côté sur
la mesure biologique de la qualité des sols, et peut-être qu'on sera parmi les premiers en Europe à avoir un labo comme ça, quoi. Voilà. Donc moi, c'est un petit cocorico. Eh bien, vous avez bien raison de pousser ce petit cocorico. Vous avez entièrement raison, Antonio Bispo. Et puis, Antoine Pierrat, est-ce que, voilà, un petit mot de la fin, le petit exercice des 30 secondes? Peut-être 2 messages. Je pense l'intérêt d'avoir abouti à un projet qui soit robuste et opérationnel là sur Agroécosol, ça va être aussi peut-être d'essayer de d'utiliser ces diagnostics pour amener un conseil qui est les exploitations. Alors effectivement, d'un côté produire, etc., mais surtout s'adapter au changement climatique. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir avec cet outil peut-être à changer d'échelle et maintenant dire qu'est-ce qu'on conseille comme pratique pour que l'exploitation demain elle tienne dans un contexte de climat qui sera différent, pas simplement pour gérer au coup par coup l'évolution des pratiques pour avoir une productivité qui soit toujours bonne. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement on a parlé des sols urbains et Antonio l'a mentionné, on n'a pas parlé des sols forestiers. Et la question est la même en fait. Comment on pourrait décliner tout ce qui a été fait là dans un cadre de suivi de la qualité des sols forestiers, puisque comme je vous l'ai dit en début de matinée, il va y avoir un plan d'action de protection des sols forestiers qui va arriver normalement en cours d'année. On est en train de travailler dessus. Et derrière, quelles méthodes, quels indicateurs, comment, qui, quel rapportage, etc. Et quelles pratiques derrière. Donc il y a tout ça à construire. Et probablement qu'Agroécosol est une bonne base pour aussi peut-être proposer des choses. Alors, ne croyez pas que nous voulions négliger les sols forestiers. Il fallait faire des choix. Voilà, nous avons fait un éclairage sur les sols urbains. Si on parlait en plus des sols forestiers, il nous aurait fallu encore un petit peu plus de temps. Et cette fois, je pense que il n'y avait pas de déjeuner, tout simplement. Alors, je vous remercie, vous quatre, pour cet éclairage. Je vous remercie aussi parce que vous nous avez mis en haleine. On a envie maintenant de rentrer dans l'offre. Voilà, vous nous avez mis en appétit et ça tombe bien, c'est un excellent timing. Et bien, je vous remercie. Voilà, on peut les raccompagner sous vos applaudissements. Antonio Bispo, François Laurent, Lionel Jordan-May, Antoine Pierrat, merci à vous quatre. Pause déjeuner, je vous retrouve à 14h. Voilà pour la suite du programme. On accueillera trois personnes pour une première table ronde dès le début d'après-midi avant de passer à l'offre Agroécosol. Je vous dis à tout à l'heure.